Le petit truc en plus, le bonus de l'épisode 332, avec l'équipe de l'épisode 332, comme il se doit, évidemment. Je vous les représente d'un côté Sébastien qui lève la main, et de l'autre côté Aurélien qui ne lève pas la main. Ah si, quand même. 15 minutes, montre en main, même un petit peu moins maintenant, parce que je parle évidemment, pour parcourir quelques news supplémentaires dont vous n'avez pas parlé dans l'épisode, parce qu'on n'avait pas le temps, et dont vous vouliez quand même nous toucher quelques mots. On va commencer avec Sébastien, et on va parler de Google qui ferme enfin cette espèce de truc immonde qu'on appelait la toolbar. Il faut rappeler aux plus jeunes, parce que tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, ou n'ont pas été envahis de toolbar, de quoi il en retourne. Ah, la toolbar Google, ce truc que tout le monde a au moins installé une fois fin des années 90, début 2000. Et regretté tout aussitôt. Voilà. Il n'y avait pas que la toolbar Google, tout le monde avait sa toolbar. Il y avait des toolbars, c'est vrai. Il y avait des toolbars dans tous les sens. McAfee t'en foutait un dès que t'installais l'antivirus, et c'était l'enfer, il y en avait partout. À quoi servait cette toolbar Google ? En fait, ça, vous mettez une toolbar, comme son nom l'indique, avec une search box, c'est-à-dire il y avait une petite box, vous mettiez votre terme et automatiquement on arrivait sur Google, et puis il y avait quelques petits autres outils pour faire des traductions, et qui vous donnaient le truc qui était hyper important à l'époque, et que maintenant tout le monde se sent totalement, ça vous donnait le page rank de la page, pour savoir si le site il était en page rank 1, 2, 3, et au plus il était élevé, au plus effectivement c'était important. C'était vraiment... voilà, et donc ça ne fonctionnait que sur Internet Explorer, voilà, et comme il n'y a plus Internet Explorer, ça ne fonctionne plus que sur des vieilles machines qui ont un vieil Internet Explorer, donc en gros, ça n'intéresse plus personne. Et c'est là que était ma news, c'est que Google, qui quand même ferme des outils à tour de bras chaque année, aujourd'hui, vient de se rendre compte qu'ils avaient encore le site ouvert et qu'ils continuent à distribuer cette Google Toolbar. Ils se sont dit, oh, putain, c'est qui a le code d'admin de la page ? On va le fermer. Et ils ont décidé de fermer le truc pour renvoyer sur Google Chrome. Tout simplement. Donc, un projet qui aurait dû être fermé depuis, à mon avis, au moins 10 ans, celui-là, ils l'ont oublié. Bon, maintenant c'est fait, il est parti. Je retrouve plus j'avais le visuel sous la main là tantôt, c'est notre ami Bruno Guglielminetti qui avait tweeté dans la journée ce jeudi, ce fameux visuel où tu ne pouvais plus voir aucun site, parce que t'avais des toolbars qui allaient du tout en haut jusque tout en bas. Tu n'avais plus que ça. T'avais la toolbar Yahoo, la toolbar Google, la toolbar Alta Vista, machin, etc. Et c'était ce qui a précédé en fait les plugins quelque part, avec une fonctionnalité limitée évidemment, mais c'est ce qui précédait. C'était le seul truc qu'on pouvait installer en plus pour personnaliser son navigateur. Voilà, et c'était très invasif. Et il y en avait certaines, c'était très compliqué à désinstaller aussi. Enfin, il y en avait qui était redondante, tu la retirais, tu la virais par la porte, elle revenait par la fenêtre, enfin c'était insupportable. Donc voilà, c'est... J'en ai même fait une à l'époque. Salopard. Mais c'est le genre d'outil, oui, effectivement, quand tu avais un site internet ou un service à proposer, c'était le petit trilili que tu pouvais proposer au client d'installer sur sa machine, et comme c'était un petit peu intrusif, tu avais un petit pied chez eux, quoi, un orteil en tout cas, donc c'était chaque fois plutôt... qu'il lançait Internet Explorer. Ben voilà, à chaque fois t'avais un hit chez toi, et voilà, et puis en plus de ça, ça lui proposait en permanence ton site avec... tu l'avais fait ça pour informaticien.be ou pour autre chose peut-être ? Non, c'était pour un tool que j'avais développé dans le début des années 2000, inspiré par mon père, on sort des trucs, qui lui était un grand fan d'aspiration des sites. Et effectivement, début 2000, t'avais un internet de merde, donc en gros tu te connectais, t'aspirais un peu tout le truc, tu coupais ta connexion parce que ça t'arrachait un bras, et puis tu regardais en offline. Et effectivement, j'avais créé un tool à l'époque qui est libre maintenant. J'ai tout été publié sur... je sais pas s'il est sur GitHub ou ailleurs, ça se retrouve certainement, ou sur SourceForge. Ça s'appelait Capereux. Et effectivement, j'avais fait une toolbar où tu pouvais contrôler des trucs à partir de là, c'était assez drôle. Moi, j'ai fait quelques trucs à l'époque, il y a beaucoup de libres si on recherche sur le web. Ce serait bien de sortir une liste un jour, de sortir un petit... Des vieux trucs. Ouais, j'avais même fait
Mais un truc qui te permettait de bloquer les pop-up, tu vois, un autre truc comme les toolbars qui faisait... un bloqueur de pop-up. À l'époque, un bloqueur de pop-up qui, à chaque fois que tu ouvrais une fenêtre, détectait la taille du truc et automatiquement le refermait parce que c'était toujours un pop-up de pub s'il avait cette taille. C'est ça. Donc il les fermait automatiquement. Et à l'époque, je finis mon truc, t'avais même une boîte américaine qui m'avait proposé de le racheter, j'ai refusé parce que c'était une boîte effectivement qui voulait l'utiliser pour balancer de la pub, le détourner. Ah oui, c'est ça, oui. Mais à l'époque, pour un petit truc que tu avais fait en 2-3 jours, il avait proposé genre 15 ou 20 000 $. Enfin voilà, tout ça, c'était la séquence vieux con de ce bonus, on va dire ça comme ça. Hein, mais on va pas s'en priver, et on le revendique d'ailleurs. Voilà. On va parler, Aurélien, de Tesla. On avait dit qu'on en parlerait, puisqu'on a parlé de Mercedes-Benz, qui a son homologation, en tout cas sur le territoire allemand, pour une voiture autonome de type 3, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. J'ai une bonne mémoire. Tesla qui a été suspendu, enfin la vente de certaines Tesla qui ont été suspendues à l'opérateur taxi G7 suite à un accident. On a des informations, enfin en tout cas, tu voulais en toucher un petit mot quand même, Aurélien, dans ce bonus. Oui, donc samedi dernier à Paris, donc il y a un conducteur de taxi G7 qui n'était pas en service, qui a causé un accident, était victime d'un accident, je ne sais pas, on ne sait pas, assez grave, il y a eu un mort, 20 blessés, dont certains sont encore entre la vie et la mort, et c'est plutôt les taxis G7 qui ont suspendu tous les conducteurs de la compagnie qui ont des Tesla modèle 3, donc il y en a 37 quand même, Bon, ils indemnisent les conducteurs qui ne peuvent pas faire de chiffre d'affaires, tant mieux, et au début, ils avaient même voulu interdire aussi les 50 conducteurs qui ont des modèles S. Pour avoir le fin mot de l'histoire. Bon, Tesla a pour l'instant dit que la voiture n'a pas eu de dysfonctionnement. Ils ont aspiré les états de la voiture et a priori la voiture n'a pas... Il n'y a pas eu de dysfonctionnement. L'enquête dira. Le chauffeur le chauffeur, on l'a appris un peu de temps avant l'enregistrement, a été mis en examen. Voilà. Donc, il y aura une perte de contrôle du véhicule. Voilà. Donc, est-ce que c'est lié à la voiture? Est-ce que c'est lié à la tech ou est-ce que c'est pas lié à la tech? Voilà. À mon avis, des chauffeurs de taxi hors service qui ont des accidents, il y en a plein tout le temps. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est une voiture électrique qu'il faut l'incriminer? Autonome. Voilà, c'est ça. Mais c'est toujours la question. Et effectivement, tu as raison de le préciser. On épingle toujours des accidents. Alors ici, c'est dramatique. En plus, il y a mort, il y a blessé, machin, etc. C'est pas drôle du tout. Si c'est évitable, évitons-le évidemment. Mais c'est pas le seul accident qu'il y a eu dans Paris ce soir-là, je pense, ou en France ou dans le monde. Mais c'est une Tesla, donc du coup, ça fait les gros titres. Bon, si c'est un problème technique, effectivement, il faudra que Tesla montre patte blanche. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va pas non plus se lancer dans des grandes explications. C'est arrivé, c'est malheureux, et pourvu que ça n'arrive plus. Très impressionnantes images qui ont été vues. Une caméra a filmé en fait le véhicule passer dans la rue, une caméra d'un restaurant, et il roulait vite. Il faut dire comme c'était une perte de contrôle, c'était une jolie perte de contrôle, parce que ça allait très très vite. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter sur cette news, ou s'il avait suivi un peu l'actualité, non pas particulièrement. Ok. On va avancer, parce que comme il nous reste plus que 7 minutes. C'est 5 minutes sur la toolbar, alors. Je suis désolé, mais c'est la news de Sébastien, et je vais rendre la parole à Sébastien pour parler d'une autre news. Le cadre éthique pour les intelligences artificielles proposé par des chercheurs européens. Sébastien, tu voulais parler de ça aussi? Oui, alors c'est Maël Pegny qui est... Alors, c'est pas un tech... Alors, il est dans le département de philosophie de l'université de Lorraine. Il fait donc de post-doctorat. Et ses spécialités, c'est sciences, logique, mathématiques et éthique politique. Donc voilà, on n'est pas directement dans la tech, mais quand même. Et il est un des auteurs, l'auteur avec Christophe Sericera, une charte. Une charte, merci. Je cherchais pas. Je ne comble pas pour tuer le temps d'Aurélien. Une charte sur le développement des intelligences artificielles respectueuses de la vie privée. Alors, il y en a quelques-unes déjà. Celle-ci se base essentiellement sur la partie développement, c'est-à-dire pas sur l'utilisation des IA, mais sur le moment où on se dit on va la développer. Le but étant effectivement de respecter la vie privée, de se poser les bonnes questions au moment
où on développe son IA, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme données, est-ce que ces données sont nécessaires, est-ce qu'elles sont toutes nécessaires, est-ce qu'elles sont bien protégées, etc. Et donc il y a tout un papier, si vous faites des intelligences artificielles, le truc est assez costaud, ça vous prendra peut-être une petite soirée à lire, une 40aine de pages, mais voilà, ça a le mérite d'exister, c'est en français. Et ça a été publié sur LinuxFR, donc on met le lien. Laboratoire du libre. On met le lien. On met le lien, comme ça c'est voilà, j'irai jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est sur LinuxFR, tu l'as dit. Il y a déjà des commentaires et donc il y a déjà des avis, donc n'hésitez pas aussi à partager le vôtre et à le partager aussi avec nous tant qu'à faire et n'hésitez pas à dire que c'est nous qui ou c'est Sébastien qui vous en a parlé. Comme ça nous fait un peu de pub aussi. Salut les pingouins. Salut les pingouins, voilà. Aurélien, on va parler des 10 millions d'Arduino Uno vendus dans sa version mini. Non, c'est les 10 millions d'Arduino Uno dans sa version normale. Oui. Et pour la fêter ça, ils sortent une version mini. D'accord. C'était pas clair. Donc, oui. Arduino Uno, c'est une petite carte avec un petit microprocesseur qui est très facile à coder pour les gens qui veulent bricoler des trucs chez eux. Qui est c'est pas tout jeune, tout ça. Non. Donc la carte Arduino Uno, elle fait environ 68 par 54 mm. Il y avait un port USB-A à l'époque dessus, de type USB type A. Ça prenait de la place. Et donc pour fêter ça, ils ont sorti un PCB de 34 par 26. Donc voilà, ils l'ont passé à la machine un peu fort. Et avec un petit port USB-C pour prendre moins de place. Et c'est les mêmes. Et ce sera une version un peu collector. S'il y en a qui sont fans de ça, mais vous pouvez y aller. Ouais. Bon, c'est un peu plus cher. C'est 70 €, je crois. Ouh là là. On va se ruiner. Une carte Arduino Uno, c'est dans les 10, 15, 25, 20 €, un truc comme ça. Et il y a des copies assez près. Ouais. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous aimez ça. Ça fait toujours plaisir quand on a bien bricolé, chipoté ou faire plein de trucs. Je connais quelqu'un qui est en train, on parlait entre nous là tantôt d'Escape Room et qui s'est lancé dans l'aventure et qui utilise énormément d'Arduino pour faire des déclencheurs, faire tomber des clés dans des poutres, des machins, ça. C'est passionnant. Voilà. Et on va terminer rapidement. Il nous reste 2 minutes. Aurélien, ce bonus avec Dell qui annonce des laptops réparables. Oui. Donc le 14 décembre, Dell a annoncé un concept de PC portable qui s'appelle Luna, je sais pas comment on dit. Alors c'est très intéressant parce que ils veulent que ça soit réparable et écologique. Ils diminuent la taille de la carte mère de 75%, ils diminuent le nombre des composants de 20%, ils enlèvent beaucoup de vis et alors ils revoient complètement. Ça va te faire plaisir, Marc. Il n'y a pas de colle, pas d'adhésif dedans, dans le PC portable. Et ils revoient complètement l'architecture du laptop. Notamment, ils vont mettre la carte mère du côté écran, donc derrière l'écran. Donc voilà, c'est un concept. Il y a très peu de choses vissées, c'est tout clipsé ou aimanté donc clipsé ou aimanté, je l'ai dit. Des PCB, donc c'est les cartes électroniques sur lesquelles on vient souder les composants, seront faits à partir de fibres végétales. L'alu sera écolo. Que dire d'autre ? Donc c'est vraiment un concept. Les prochains ordinateurs Dell, laptops Dell seront équipés de ces avancées-là. Moi je trouve toujours ça intéressant et surtout on avait chroniqué il y a quelques semaines les Fairphone et compagnie. Là c'est vraiment on va dire c'est une grande marque, un leader de laptop. Bon, on revient à ce qu'on a connu par le passé. Ces machines étaient tout à fait réparables. C'est au fur et à mesure qu'on les a compactées, machin, etc. Pour des raisons bassement économiques aussi certainement. On a retiré des connecteurs, on a remplacé ça par des points de soudure, on a remplacé des vis, on a mis de la colle. Voilà, et c'est un peu eux aussi qui ont créé le problème. Et là, ils font machine arrière et ils trouvent des solutions un peu plus intelligentes et c'est tant mieux. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que je lisais aujourd'hui que iFixit a sorti un kit de réparation, en tout cas de démontage des Microsoft Surface qui étaient blindés de colle à une époque et apparemment c'est un petit peu plus
réparable aujourd'hui que ça n'était avant, mais faites quand même appel à un professionnel parce que je pense que ça doit être un petit peu délicat à réaliser. On arrive au bout de ce bonus, on a tenu le challenge, 15 minutes pour vous parler de 4 ou 5 petites news en plus. N'hésitez pas à les commenter, à les partager autour de vous. Merci en tout cas à Sébastien. Je sais pas s'il a un truc à rajouter vite fait, non ou non? Non, merci. Non, merci. Merci également à Aurélien. On va se retrouver très bientôt, même s'il est ça à toute fin de l'année, et que probablement que je sais pas si on va se revoir, et je vais vous souhaiter une bonne année, mais on le refera bien sûr dès janvier, de se souhaiter la bonne année, parce qu'on a tout le temps pour ça. Merci à vous de nous avoir écoutés, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se dit à très bientôt. Salut!